si besoin de récup. Voilà. Super, bonjour à tous. Je pense qu'on attend encore un peu de monde qui nous rejoindra peut-être une fois qu'ils auront fini de déjeuner. Merci de vous joindre ce midi. J'espère que vous êtes bien installés avec un café. Je m'appelle Clémence, je suis membre du LIER depuis 2 ans. Et avec Lucas, on a donc travaillé au projet d'un comparateur des programmes européens en vue des élections ce dimanche, en espérant que vous avez tous votre procuration ou vous êtes inscrit dans votre bureau de vote pour ces élections très importantes. Donc, le LIER est un réseau d'agents publics. Alors, soit vous êtes peut-être membre du LIER ou vous ne nous connaissez pas encore, donc je fais juste un mot rapide d'introduction. Le LIER est un réseau de... Ah, donc Nicolas n'a pas de son. Est-ce que c'est le cas pour les autres ou le problème de fond? Pour moi, ça fonctionne. Merci. Alors, j'enchaîne. Du coup, on est un réseau d'agents publics engagés pour la transition écologique. On a un peu plus de 1600 aujourd'hui. On existe depuis 5 ans et on intervient dans beaucoup de domaines de l'action publique environnementale avec pour objectif de renforcer l'action écologique de l'État. Donc ça, c'est un projet qu'on avait déjà mené lors des élections en 2022. Où on avait un peu comparé les propositions, les mesures environnementales des différents partis pour les élections présidentielles. Et donc là, on s'est dit que ça serait pertinent de le faire aussi pour ces élections très particulières qui sont les élections européennes. Et notamment, en fait, au regard de la faible représentation de l'écologie dans le débat public, il y a eu un rapport de l'IFOP, je crois, qui calculait que l'écologie avait occupé moins de 3% du débat pendant cette campagne. Donc voilà, c'était aussi un projet pour remettre l'écologie au centre, disons, du débat. Donc, nous avons publié le rapport en 2 parties. Une première partie qui était une analyse globale fondée sur une méthodologie qu'on va vous présenter, et une deuxième partie qui était une analyse thématique qui revenait un peu plus en détail sur les différentes mesures qu'on va vous présenter également. Et donc, sans plus attendre, Lucas, je te passe la parole et peut-être Fanny, on peut projeter. Oui, merci Clémence. Donc peut-être pour me présenter très brièvement, je m'appelle Lucas. Moi, je suis membre du LIER depuis moins longtemps que Clémence, depuis on va dire l'automne dernier. C'est le premier gros projet dans lequel je m'implique au sein du LIER. Et également, juste pour signifier que pour ce projet, on a collaboré avec le LIER étudiant, qui est la branche, on va dire, destinée aux étudiants du réseau Le LIER, ainsi qu'avec l'association d'étudiants engagés pour la transition environnementale et écologique à HEC, donc ESPER. Donc on remercie pour cette collaboration. Alors, on va vous présenter la méthodologie, les résultats, et puis après, on aura un temps pour échanger. Et peut-être si vous avez encore des doutes d'ici dimanche et que vous voulez savoir très précisément quelle est la position de Besoin d'Europe sur les pesticides, on pourra vous répondre. Donc peut-être pour débuter, les parties qu'on a examinées au sein de ce travail, donc il y a 7 listes. Donc Rassemblement national, Reconquête pour l'extrême droite, les Républicains, Besoin d'Europe, Parti socialiste, Place publique, les écologistes et la France insoumise. Donc ici, vous voyez les listes avec les têtes de liste. Effectivement, on est conscient du fait que on a fait le choix de restreindre le nombre de listes. On a uniquement considéré les listes qui sont sondées à plus de 5%, donc qui sont en mesure très probable d'avoir des élus au Parlement européen, étant donné que pour ces élections, il y a un seuil de 5% en dessous desquels les listes ne sont pas représentées au Parlement européen en France. Donc effectivement, ce choix a été motivé non pas par une légitimité qu'on pourrait accorder à ces sondages ou une volonté d'exclure les autres listes, mais par le fait qu'on est une équipe de bénévoles relativement restreinte. Donc on n'avait pas forcément le temps de prendre en compte toutes les listes, sachant qu'il y en a 38, je crois. Donc voici celles qu'on a traitées pour cette analyse. Tu peux passer à la slide suivante. Pardon. Les sources qu'on a utilisées pour l'analyse, donc c'était... En fait, on a eu un peu une question de calendrier parce qu'on a commencé à travailler dessus mi-mars, mais finalement, les partis français ne publient leur programme qu'un mois avant les élections, ce que je pense est assez propre aux européennes. On a une campagne qui est très, très raccourcie. Donc, on a commencé par analyser les groupes européens, parce que quasiment tous
tous les partis français sont rattachés à un groupe européen. Par exemple, pour les Républicains, ils sont rattachés au Parti populaire européen. Pour les écologistes, ils sont rattachés au Green, au Vert européen, et ainsi de suite. Le seul qui ne l'est pas, c'est Reconquête. C'est Reconquête, puisque Rassemblement national est rattaché au Creux. Donc, on a commencé par examiner un peu ces programmes au niveau européen, qui sont très généralistes, puisque c'est le plus petit dénominateur commun en général. Puis après, on a examiné les programmes des partis français quand ils ont été sortis au fur et à mesure. On a aussi écouté les débats. Et, et ensuite, on a fait un exercice assez intéressant qui était qu'on a envoyé un questionnaire aux équipes de campagne, donc aux équipes des 7 listes mentionnées plus tôt, avec 3 questions. Quel regard portez-vous sur le pacte vert? À quel point vous reconnaissez-vous dans le manifeste de votre parti européen qu'on avait déjà analysé? Et, et quelle est votre position sur la liste des 10 thématiques? Et on a eu 5 réponses sur 7, assez détaillées, donc on était assez contents. Ça montrait que les partis avaient vraiment, enfin, les équipes de campagne avaient vraiment fait l'effort de répondre et de réfléchir. Et donc, on a eu une réponse de donc, besoin d'Europe, place publique, les écologistes, la France insoumise et les Républicains, mais pas de Reconquête ni du Rassemblement national. Alors pour faire cette analyse, donc on s'est basé sur une note du Lierre de juin 2023 intitulée «Pour une Europe cohérente, résiliente et préparée, renforcer le Green Deal pour le prochain mandat européen». Donc qui contient des propositions concrètes sur, tout un tas de thématiques, relevant de compétences européennes afin de préparer au mieux la prochaine législature. Donc sur la base de ces mesures, mises en avant par le réseau Le Lierre, on a pu, évaluer les programmes des différents partis et les réponses aux questionnaires, comme l'a mentionné Clémence. Et en plus de cette évaluation plus globale en fonction de thématiques sur la base de la note du Lierre, on s'est intéressé à qualifier les programmes comme étant plus ou moins anti ou pro le pacte vert européen. Donc le pacte vert européen qui est un peu le cœur de la politique environnementale de l'Union européenne et climatique lors de la précédente législature et qui cristallise un peu les débats en ce moment, notamment depuis la crise agricole, mais pas uniquement, également sur la question des voitures thermiques, de l'interdiction des voitures thermiques, et sur lesquelles toutes les listes se positionnent en étant pour plus de mesures écologiques en lien avec ce pacte vert, ou au contraire pour une régression de ces mesures. Et on s'est également intéressé à définir les programmes comme étant plus ou moins technosolutionnistes ou prônant davantage la sobriété. Donc on reviendra sur ces distinctions plus tard quand on présentera les résultats. Tu peux passer, ouais, merci. Voilà, et puis dernière info sur la méthodologie, mais n'hésitez pas après, lors de l'échange, si vous avez des questions, ou des commentaires ou des suggestions. Donc on a divisé en 10 thématiques, et en fait, sur chaque thématique, on a un peu identifié des mots-clés. Donc mots-clés qui étaient rattachés aux mesures qui étaient proposées dans la note du Lierre de juin 2023. Et qui constituait un peu pour nous, voilà, quelles sont les thématiques environnementales et comment elles sont traitées. Donc, pour en prendre une au hasard, sur la pollution et modèles de consommation, on regardait qu'est-ce qui est dit par le parti sur les produits chimiques, sur l'eau, sur les déchets, sur la sobriété, sur les plastiques et sur l'économie circulaire. Voilà, donc on essayait d'aller assez loin dans les thématiques qui pouvaient être couvertes, dans la compréhension de ce qui était climatique et environnemental. Donc avec ça, je pense qu'on a fini la méthodo et on peut vous présenter les résultats. J'enchaîne du coup sur le pacte vert. Ouais. Ouais, je t'en Alors, prie. ce que vous avez peut-être vu sur LinkedIn, c'est notre petit tableau, on dirait un peu on appelait ce jeu avec des petits jetons de toutes les couleurs. Et ça, c'était donc en fait un peu la compilation du calcul des notations par thématique qu'on a effectuées. Donc, il y a 5 couleurs. Excusez-moi. Il y a noir, quand c'est soit que c'est pas traité du tout, soit que c'est pas du tout aligné avec les mesures proposées par le Lierre. Rouge, quand c'est traité en détail, mais non aligné avec le Lierre. Orange, quand c'est traité et peu ambitieux. Voilà, et ensuite jaune, c'est peu détaillé et respectant partiellement les analyses du Lierre, et vert, c'est détaillé et aligné. Donc on a vraiment en fait
les couleurs, en fait, la notation, elle inclut aussi le niveau de détail. Parce que si c'est juste, il faut interdire les produits chimiques, c'est pas la même chose que si c'est adopter un cadre contraignant d'élimination des produits chimiques les plus dangereux d'ici 2050, en commençant par les polluants éternels PFAS. Voilà. Donc ça, on a pris aussi, on a un peu pondéré ce niveau de détail, ce qui justifie la différence parfois entre le vert, le jaune et le orange, principalement. Alors, donc les résultats. Alors, ce qui était très facile pour le pacte vert, tu peux revenir en arrière, Fanny. Sur le pacte vert, c'est qu'on avait le questionnaire. Donc, on a demandé une réponse des partis sur oui ou non pour ou contre le pacte vert. Alors, on distingue l'extrême droite, qui est vraiment sur une abrogation. Par exemple, Reconquête demande une abrogation totale de toutes les directives et réglementations du pacte vert. Et ceux, par exemple, comme les Républicains, qui demandent l'abrogation de certaines des mesures clés, notamment, par exemple, la stratégie de la ferme à la fourchette, qui était la grande stratégie de l'agriculture verte du pacte vert, ou l'interdiction des voitures à moteur thermique. Ensuite, on distingue par exemple aussi Besoin d'Europe, qui se revendique beaucoup du bilan de ce pacte vert, qui dit qu'il serait irresponsable de revenir en arrière, mais qui quand même reconnaît la difficulté de certains secteurs, notamment agricoles, à s'aligner avec le rythme du pacte vert et le besoin d'une pause réglementaire pour la mise en œuvre et le financement. Et ensuite, on a le vert, qui non seulement soutient le pacte vert, qui non seulement soutient le pacte vert, propose d'aller plus loin et encore plus, en fait, propose des modalités détaillées de financement de ce pacte vert. Donc, c'est-à-dire que même si on n'est pas pour des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, ceux qui sont en vert visent aussi en fait une mise en œuvre réelle et complète du pacte vert. Voilà pour moi. Et donc ensuite sur le second petit logo qu'on a présenté, donc peut-être non sur la même slide, excuse-moi. Donc le second logo le plus à droite sur le tableau qui concerne le positionnement vis-à-vis du curseur plus ou moins prônant le technosolutionnisme ou plus ou moins la sobriété. Donc un peu pour définir, enfin pour nous ce qui relevait du technosolutionnisme, on l'a défini comme la confiance dans la technologie pour résoudre les problèmes environnementaux et un soutien plus ou moins conditionné aux évolutions environnementales en fonction de ces progrès technologiques. Alors qu'à l'inverse, un positionnement fondé sur la sobriété prend en compte le respect des limites planétaires par la hiérarchisation des besoins par rapport aux ressources, qu'elles soient matérielles ou énergétiques, disponibles. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut distinguer trois grands positionnements. Un positionnement très technosolutionniste de la part des partis de droite et d'extrême droite, donc Reconquête, le Rassemblement national et les Républicains. Un positionnement plus intermédiaire de la liste de la majorité présidentielle, donc de Besoin d'Europe, et un positionnement très aligné sur la sobriété pour les trois listes de gauche que nous avons analysées. Donc peut-être pour rentrer très vite fait dans les détails, quelques exemples, par exemple, qui justifient notre notation. Par exemple, pour les Républicains, le programme mentionne explicitement l'instauration d'un principe de liberté technologique pour atteindre les objectifs environnementaux. Et donc, l'Union européenne fixerait uniquement des grands objectifs, mais les États seraient libres de mettre en œuvre les technologies qu'ils souhaitent pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est typiquement un positionnement assez technosolutionniste. Alors qu'à l'inverse, si on prend l'exemple de la liste de la France insoumise, hein, c'est uniquement un exemple à guise d'illustration, sur la sobriété, ils défendent explicitement l'établissement d'un plan européen de sobriété pour mettre fin à l'obsolescence programmée. Ils sont favorables à la sobriété alimentaire et à la sobriété énergétique. Donc toutes ces notions sont citées explicitement dans le programme. Donc voilà, vous retrouverez le détail dans la note. Tu peux passer au suivant. Donc ensuite, oui, sur les thématiques qu'on a couvertes, donc il y en a 10, comme le disait tout à l'heure Clémence. Donc très rapidement pour les balayer, l'énergie, tout ce qui est politique énergétique, mais également relative au marché de l'électricité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, les politiques de mobilité qui concernent à la fois les voyageurs, mais aussi le fret, donc le transport de marchandises, l'agriculture et l'alimentation, thématique particulièrement sensible dans le contexte actuel de suite des crises agricoles, entreprises et industries, donc avec toute la politique d'industrie verte de l'Union européenne et la politique de, disons, devoir de vigilance ou d'obligation environnementale des entreprises, les pollutions et modèles de consommation, qu'a détaillé Clémence sur tout ce qui est pollution chimique, eau, déchets, la biodiversité, avec toutes les questions de déforestation, protection des océans, réduction des pesticides également.
tout ce qui est un peu politique monétaire, de fiscalité et moyens de mise en œuvre, donc rôle de la Banque centrale européenne, de la Banque européenne d'investissement, politique de taxation en faveur de la transition. La politique internationale et commerciale, donc accord de libre-échange et diplomatie verte, grosso modo. Et enfin, tout ce qui est justice sociale et participation citoyenne, reconnaissance des crimes d'écocide, participation des citoyens à la transition écologique et à la politique européenne, ce genre de choses. Et donc, du coup, pour chacune de ces thématiques, on a proposé 10 focus qui traitent des mesures du LIER, les mesures de la note du LIER qui nous paraissaient les plus saillantes et qui revenaient en fait surtout dans les programmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de programmes, enfin, un certain nombre de programmes qui ne traitent pas de tous les sujets. Donc, on a essayé de trouver des sujets qui étaient traités par une majorité de programmes pour analyser les différences. Donc, sur l'énergie, et alors là, je vous invite, si vous le souhaitez, à un peu présélectionner un focus sur lequel vous voudriez qu'on se concentre après. Euh, L'énergie, c'était la position sur la sortie des énergies fossiles. Excusez-moi. Ensuite, sur le changement climatique, c'est sur l'adaptation. Ça, c'est assez intéressant parce que je pense que par rapport à 2019, pour la première fois, le terme adaptation est repris par presque tous les partis, à l'exception du Rassemblement national, qui parle quand même des catastrophes naturelles. Sur la mobilité, quelle position sur la voiture individuelle? Sur l'agriculture, quelle réforme proposer sur la PAC? Sur les entreprises, excusez-moi, pardon. Vas-y Lucas, reprends, désolée. Je peux prendre le relais, il n'y a pas de problème. Courage. Donc sur les entreprises et industries, on s'est intéressé au devoir de vigilance et à la responsabilité à la fois sociale et environnementale des entreprises. Sur les pollutions, on a pris le parti de s'intéresser à la révision du règlement REACH, donc sur les produits chimiques. C'est un règlement qui contrôle la mise sur le marché de produits chimiques dangereux sur le marché européen, qui était censé être révisé dans cette législature, mais qui ne l'a pas été. Ensuite, sur tout ce qui est biodiversité, quelles mesures concernant l'usage des pesticides. Sur la politique monétaire et de fiscalité, quelle politique monétaire et d'investissement en faveur de la transition. Sur la politique internationale, on s'est intéressé à la position sur les accords de libre-échange, qui est également un volet intéressant, étant donné que tous les partis français, ce qui en fait, disons, de la France une espèce d'anomalie par rapport aux autres scénarios politiques européens. Tous les partis français se prononcent contre ou à minima pour une réforme des accords de libre-échange. Et enfin, sur la justice environnementale, quel parti propose le renforcement de la justice environnementale? Donc voilà pour les 10 thématiques. J'espère que ça va mieux, Clémence. Et du coup, n'hésitez pas, on peut revenir sur ces thématiques après dans la séance de questions-réponses. On vous a proposé ici, juste pour voir un peu comment on a construit ces focus thématiques, l'exemple des mobilités, donc sur le positionnement vis-à-vis de la voiture individuelle. Donc à la fois la question de la réduction de la taille et du dimensionnement des voitures, mais aussi la question du soutien ou non à l'interdiction de vente des véhicules thermiques sur le marché européen en 2035, donc qui est prévu par le Pacte vert et que beaucoup de partis remettent en cause à la droite de l'échiquier politique. Donc la référence, pour vous montrer notre méthodologie, on a la référence à la note du LIR de 2023 avec la mesure qui était défendue, donc fixer des normes contraignantes visant à limiter le poids des voitures individuelles, soutenir en parallèle le développement des véhicules électriques légers et le déploiement des véhicules intermédiaires. Et à droite, les mesures défendues par les différentes listes, donc avec des listes à la gauche de l'échiquier politique qui insistent sur l'importance de réduire les dimensions des véhicules et favoriser l'accès à une voiture électrique pour les ménages les plus modestes, donc avec un focus sur la justice sociale. Donc par exemple, la France Insoumise qui propose une limitation de la taille et du poids des SUV dans son programme, ou bien les écologistes qui plaident pour revenir sur l'autorisation des méga camions et pour limiter le poids des voitures. À l'inverse, une liste besoin d'Europe qui s'épanche moins sur le sujet, mais soutient tout de même la production de 10 millions de véhicules propres en Europe d'ici 2030, donc avec un volet plus orienté sur une politique d'offres. Et à la droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique, les trois partis, donc les Républicains, Reconquête et le Rassemblement national, qui souhaitent revenir sur l'interdiction des véhicules thermiques, des véhicules à moteur en 2035. Et également le Rassemblement national qui adjoint cela d'un souhait d'une interdiction des ZFE, des zones à faible émission. Voilà pour les thématiques.
Donc voilà, je pense que ça conclut notre petite présentation. Et maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vienne sur certaines thématiques ou si vous voulez nous dire pour qui vous votez, pourquoi. Enfin, ça, c'est euh, totalement euh, pas obligé. Et n'hésitez pas à les poser également par écrit si vous avez des problèmes de micro ou quoi que ce soit. On est à votre disposition. Oui, bonjour. Euh, je vais me lancer alors. Nicolas Mante, moi je travaille à la DGENV, à la Commission européenne. Je voulais déjà vous féliciter pour le travail qui a été accompli. Et une petite question, remarque, mais est-ce qu'il y a une seule surprise en analysant plus finement les résultats de ce comparateur? Merci pour la question, Nicolas. Je vois que Clémence est revenue. Donc si ça te va, Clémence, je vais prendre le début de la question et tu pourras compléter. Donc effectivement, à la lecture du comparateur, on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément de grands bouleversements vis-à-vis de l'intuition qu'on pouvait avoir lorsqu'on on s'est dit qu'on allait faire ce comparateur. On voit bien que les listes à la fois de droite et d'extrême droite se positionnent de manière assez agressive contre le pacte vert et les mesures environnementales. Je dirais qu'un enseignement intéressant, c'est le positionnement du groupe Les Républicains, enfin du parti Les Républicains, qui semble davantage opposé au pacte vert que son homologue européen. Donc ça, vous verrez, on a présenté enfin, on va dire la cohérence entre les programmes défendus par les partis européens et les listes françaises dans notre note détaillée que vous pouvez retrouver. Et il est intéressant de voir que dans le manifeste électoral du Parti populaire européen, donc de la droite européenne, il y a un soutien explicite et assez fort au pacte vert, en disant que c'est vraiment je crois que le terme en anglais c'est hallmark, donc je ne saurais pas trop comment le traduire, mais enfin un moment phare quoi. Alors que la liste conduite par François-Xavier Bellamy se positionne clairement contre le pacte vert et enfin, ça va de sens avec un positionnement explicite qui voteront contre la reconduction de Ursula von der Leyen à la tête de la commission si jamais elle se présente. Donc c'est plutôt cohérent. Ensuite, effectivement, une liste besoin d'Europe qui est un peu dans un entre-deux, mais néanmoins un soutien assez fort et explicite aux acquis du pacte vert de la précédente législature, qui est quand même intéressant de noter. Et ensuite, effectivement, des listes de gauche qui, malgré quelques nuances, se positionnent toutes les trois avec un programme très écologiste, enfin très en lien avec la transition écologique. Et je pense que c'est quand même un enseignement de voir que les trois, à la fois PS, Place Publique, la France Insoumise, en plus des écologistes, ont vraiment un programme très tourné autour de la transition écologique et des dimensions de sobriété. Donc, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur cette question des surprises qu'on pouvait avoir, Clémence. Moi, j'ai trouvé vraiment intéressant d'analyser Reconquête et Rassemblement National parce qu'ils ont finalement un positionnement assez différent. Notamment Rassemblement National qui consacre une page du programme à lutter, c'est quoi? Une Europe qui fait face aux grands enjeux de demain. Trois grands enjeux de demain qu'elle identifie, c'est le changement climatique, la guerre et l'intelligence artificielle. Et je trouvais intéressant que Rassemblement National consacre vraiment une demi-page à la reconnaissance du changement climatique. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression qu'ils veulent marquer qu'ils ne sont pas climato-sceptiques où ils disent on va être impacté par le changement climatique. Ils parlent beaucoup des feux de forêt, ils parlent beaucoup des productions agricoles, des risques pour la production agricole. Donc, je trouvais ça intéressant, ce qui n'est pas du tout la démarche de Reconquête, qui est encore dans une démarche, pas de négation du changement climatique, mais vraiment très optimiste, quoi, en disant le nucléaire, les techniques génomiques, le carbone, le changement climatique, ce n'est pas une menace présente. Et qui vont même, en fait, ça aussi, ça m'a surpris, qu'ils aillent jusqu'à à proposer une mesure qui, à mon avis, n'est pas populaire, même auprès de leur électorat, qui est la relance de l'exploration du gaz de schiste. Donc moi, je pense que si on devait... Enfin, moi, j'ai trouvé que j'étais assez surprise de comment le Rassemblement national, en fait, comme finalement, même si on en parle peu,
le changement climatique, c'est devenu une des principales préoccupations des Français, en fait, a dû développer un discours dessus. Alors, c'est pas un discours favorable au pacte vert, c'est pas un discours favorable à la sobriété, mais ils ont une réponse. Donc ça m'a assez surpris. Et inversement, à gauche, j'ai été surprise aussi par la transversalité de l'écologie, où maintenant vraiment les partis qui n'étaient pas traditionnellement écologistes, donc la France insoumise, parti ont vraiment absorbé l'écologie. Et ça, je pense que ça a commencé aux élections présidentielles de 2022. Et maintenant, on voit que LFI a quand même un programme écologique qui est quasiment le même, à quelques exceptions près. Par exemple, sur les énergies renouvelables, les écologistes veulent 100% de renouvelables en 2040, quand LFI propose en 2050. Voilà. Mais finalement, il y a quand même une structure commune. Donc ça, je pense que c'est assez différent de 2019. Voilà, mais non, malheureusement, on n'a pas en tête de reconquête, adoption de la loi restauration sur la nature et protection des espaces naturels. Ça, c'était pas la surprise. On aurait bien aimé. Ça aurait été une très grosse surprise. Donc peut-être aussi encore une surprise, c'est les mesures communes. Il y a 2 mesures qui sont quasiment communes à tous. C'est les mesures miroirs. Donc de LFI à Reconquête, on propose l'intégration de mesures miroirs dans les accords de libre-échange. Donc, il y a vraiment cette idée de réciprocité, de protectionnisme de nos normes environnementales et sociales. Et l'autre mesure qui est commune presque à tous, je crois qu'il y a un parti qui l'a pas, c'est le renforcement de la protection civile contre les catastrophes naturelles. Donc, vraiment cette idée de créer un corps de volontaires capables d'intervenir. Enfin, il y a même un volontariat service civique pour intervenir dans les zones d'inondation ou d'incendie. Donc, ça aussi, on voit qu'ils ont un peu pioché les idées par-ci par-là. Oui, effectivement, enfin, le travail permet aussi de se rendre compte de quelles thématiques environnementales sont plus consensuelles, alors Mmh. que d'autres sont plus clivantes, comme par exemple les pesticides, pour n'en citer qu'une, Mmh mh. mais sur des thématiques un peu plus larges et peut-être qui impliquent moins de conflits, on va dire, sociaux, liés à l'impact de la transition sur les ménages ou sur certaines catégories de population comme les agriculteurs. À l'inverse, sur d'autres thématiques plus consensuelles, on voit que les partis soit se prononcent moins, soit adoptent une ligne plus consensuelle, quoi. Ouais, Jean Guidon, j'aurais une question. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet exposé et surtout cette étude qui permet d'y voir un peu plus clair et qui est très très intéressante. Je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Donc Jean Guédon de la direction de l'action internationale et européenne du ministère de la Transition écologique. Merci pour cette étude. Et c'est vrai que vous avez, Clémence, tu viens de parler d'un point intéressant, c'est-à-dire que en la montée en visibilité et en prégnance dans l'ensemble des parties, des enjeux écologiques fait que, quelque part, on peut avoir l'impression que le parti des Verts, qui a traditionnellement, une valeur ajoutée sur ces enjeux, en fait, pourrait, perdre cet avantage, absolu et maintenant, finalement, ce serait plutôt un avantage relatif. Et donc, qu'est-ce qui distingue les Verts des autres partis, les plus ambitieux, donc, de gauche, si j'ai bien compris? Sur ces enjeux écologiques. Pourquoi est-ce que je voterais plus vert que LFI, place publique, etc., si les enjeux écologiques sont importants, sont ma priorité? Merci. Merci, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question qui, à mon avis, est particulièrement intéressante pour ces élections européennes. Je pense que si on se penche sur des élections nationales, la différence est peut-être plus marquée. Mais là, sur ces élections européennes, je pense que comme ils travaillent beaucoup aussi ensemble au niveau du Parlement européen, euh, après, bon, il y a une question. Donc, d'abord, sur le programme, il y a, je pense, une question de niveau de détail. Alors là, je n'ai pas en tête de mesure où il y a vraiment une différence entre Europe Écologie Les Verts et LFI. Je réfléchis. Sur l'énergie, ils sont assez proches. Euh, Peut-être, Lucas, je ne sais pas si tu en as vu, toi, sur les questions des politiques monétaires ou si c'était à peu près aussi aligné.
mais en fait, oui, effectivement, je suis d'accord que la question n'est pas évidente parce que les 3 parties, hein, j'adjoins place publique également, ont quand même un programme assez détaillé et quand même, enfin, j'ai pas envie de dire à 99 mais à 95 sur les grandes thématiques écologiques alignées. Donc peut-être le 1er enfin, le 1er aspect, c'est quand même qu'effectivement, si on se borne uniquement aux questions, de transition écologique, les partis, présentent globalement un programme qui est relativement similaire. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres thématiques européennes, qui sont importantes et où là, il peut y avoir plus de lignes de fracture entre les écologistes et LFI, ou PS Place Publique, notamment sur les questions relatives au positionnement vis-à-vis de l'Ukraine, voilà. Mais bon, évidemment qu'on n'a pas analysé. Et ensuite, effectivement, je suis d'accord avec Clémence. La question du niveau de détail est intéressante. Le programme des écologistes fait 171 pages, donc Mmh. c'est quand même extrêmement fourni et détaillé. Quand les programmes de PS Place Publique et de la LFI sont plus succincts, même si c'est les deuxième et troisième respectivement plus détaillés, hein, je pense, vu qu'ils sont quand même relativement longs. Mais en fait, tout est question effectivement entre les partis de gauche, les distinctions, c'est plus une question de nuance, comme mentionné Clémence, la question du passage à 100% ENR, est-ce que c'est en 2040 ou en 2050? La question des objectifs en 2040, à combien on les fixe en termes de pourcentage de réduction des gaz à d'émissions à effet de serre, pardon. Mais globalement, sur les grands enjeux, ils sont tous relativement alignés, quoi. Et merci Ah, beaucoup. Et est-ce que, ouais. du coup, en fait, au final, il n'y aurait pas plutôt un des intérêts serait plutôt une question d'ordre stratégique, c'est-à-dire soutenir le groupe européen plutôt que le groupe des Verts français, enfin, entre guillemets, c'est plutôt pour donner du poids à ce groupe européen in fine, un peu indirectement. Alors, moi, il y a aussi un autre aspect, et c'est intéressant parce que moi, je ne connais pas exactement le Parlement européen, mais il y a aussi voilà, une question de stratégie de renforcer le groupe Les Verts parce que peut-être que les coalitions, les compromis de vote au Parlement européen se seront pas les mêmes si c'est un représentant LFI ou un représentant les écologistes. Donc il y a peut-être ce volet stratégique. Après, moi, j'y vois aussi juste un volet de débat national parce que même si on parle d'une élection européenne, en fait, la couverture médiatique, elle est principalement nationale et on me remet toujours ça dans le cadre. Et donc, du coup, quand on voit en fait qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent actuellement en disant l'écologie, la grande perdante de la campagne des européennes, ou le momentum de 2019 ne se reproduit pas en 2024, etc. En fait, malheureusement, aujourd'hui, même si quand on vote LFI ou place publique, on vote aussi pour l'écologie puisque l'écologie est représentée dans leur parti, en fait, c'est pas cette lecture qui est faite. On a l'impression qu'en fait, on n'a pas voté. Vous voyez, j'ai l'impression que si on vote pas pour les écologistes et que les écologistes font moins de 5%, on dira ah bah l'écologie finalement ça n'intéresse plus personne. Alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est juste que ça a été aussi représenté par d'autres partis. Donc bon, moi je verrais aussi un peu cette question-là, mais qui n'est pas une question liée au programme, qui est vraiment une question médiatique qui peut être regrettable. Et d'ailleurs, à notre événement du 22 mai, on a fait un événement Europe, je ne sais pas si vous avez pu y assister ou si vous avez vu le replay au Lier. On avait invité Quota Climat, qui est une association qui parle de la représentation de l'écologie dans les médias, et où ils avaient dit qu'effectivement, la façon dont les sujets écologiques avaient été représentés dans cette campagne, enfin même hier, je crois que le débat, c'était l'Europe en fait-elle trop sur le climat, ou l'écologie stop ou encore, ou doit-on continuer avec le pacte vert. Donc vraiment, on a vraiment ce cadrage du débat qui est constamment en disant l'Europe en fait trop et il faut réduire la voilure. Bon, ça aussi un aspect de la campagne qui est particulier. Du coup, il y avait Nicolas qui relevait la main, je crois, et Lionel. Oui, désolé, je squatte un peu, mais c'était une question sur, mais ça devait pas être dans la note que je n'ai pas lue, pardon, mais je lirai, mais est-ce que vous avez comparé aussi les actions et les votes, enfin, en tout cas sur certaines thématiques peut-être, par rapport au programme en fait? Tout simplement, je repensais juste à tout à l'heure, quand vous parliez de score européen de volontaires, je crois que ça existe plus ou moins déjà, donc comme on a déjà l'habitude dans certaines élections de super propositions qui en fait sont déjà dans les tuyaux ou en fait existent depuis des années, mais sauf que personne n'en avait parlé et on les ressort du placard pour faire un programme, pour donner des belles idées, mais de choses qui finalement sont déjà en route, quoi. Alors ça, c'est super intéressant. On avait invité Bloom à notre événement. Nous, on n'a pas la capacité d'analyser les votes, parce que même on en avait parlé avec les représentants de Bloom, ils ont dû inventer un espèce de... Parce que si j'ai bien compris, les votes
c'est un détail, mais les votes du Parlement européen sont seulement partagés en PDF. Donc, ils ont dû inventer un outil pour analyser les votes. Enfin, c'est bref, ils ont eu un stagiaire à temps plein là-dessus, ce qu'on n'a pas au LIR. Mais je le mets dans le chat. Et donc, ils ont fait effectivement une analyse, une évaluation de la performance des partis de toute la mandature. Donc, qui a voté pourquoi et en distinguant un peu, en fait, ceux qui ont effectivement porté l'écologie ou pas. Et donc ça, c'est une chose. Et une autre chose, donc, sur le volet que vous mentionniez, c'est-à-dire est-ce que les mesures proposées sont déjà en cours ou infaisables ou en dehors des compétences de l'UE? Il y a eu aussi un travail du journal Contexte, où effectivement, eux, ils ont pris beaucoup plus ce volet-là, c'est-à-dire nous, on est une association. Donc du coup, on a une note qui nous permet de dire, bah, les projets sont rouge-orange par rapport à cette note. Mais un journaliste, il le fait pas. Donc, du coup, eux, ils ont pris plutôt le cadre d'analyse de dire faisable, pas faisable, en cours, déjà fait. Ce qui est aussi intéressant pour trier, pour faire le tri. Et même, ce qui est aussi intéressant quand on voit certains partis qui vont proposer des choses qui sont hors compétence de l'UE, montre bien qu'ils ont fait un peu de remplissage de leur programme aussi. Ouais, Lionel, je t'en prie. Ouais, bonjour, merci beaucoup de votre présentation. Moi, je suis Lionel, je suis à Marseille, à la métropole. Sur la thématique des mobilités, alors il y a peut-être des choses que j'ai pas lues dont j'ai de mes connaissances. Je voulais savoir s'il y avait une approche des transports en commun et du rail notamment, à la fois comme sujet et peut-être avec des approches différenciées suivant les parties. Peut-être je peux commencer, tu peux compléter, Clémence. Oui, tout à fait. Bah, alors la thématique est présente dans la plupart des programmes, même si, enfin déjà, de manière plus globale, elle n'a pas la centralité que peuvent avoir d'autres thématiques, notamment l'agriculture. Je pense que c'est en partie lié au débat public actuel. Je dirais qu'il y a un sujet qui revient dans tous les programmes et même à l'extrême droite, c'est le soutien au fret. Donc au report modal vers le fret ferroviaire, qui est quand même s'il n'est pas du tout détaillé, la plupart des programmes, enfin tous les programmes, si je ne m'abuse en fait, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute pour les Républicains, ou pour Besoin d'Europe, mais à l'extrême droite en tout cas et à gauche, tous les programmes mentionnent l'importance du report modal vers les modes massifiés. Ensuite, la question des transports en commun, je l'ai moins vue personnellement, même si je ne m'abuse, elle était présente, sur les programmes, de gauche. Je pense que c'est en partie lié au fait que, ça relève moins de compétences européennes, même si bien sûr il y a des fonds européens, dédiés aux collectivités qui in fine, aboutiront à des financements de transports collectifs, notamment à l'échelle des métropoles. Mais en tout cas, enfin la thématique des mobilités, c'est quand même quelque chose que j'ai moins vu, de présent en détail dans les programmes. Oui, et peut-être effectivement sur cette question de la mobilité, on voit qu'il n'y a que certains partis qui vont mentionner la modernisation des réseaux locaux pour faciliter les transports en commun locaux. Ça, c'est une différence aussi. Et aussi, ce qui est intéressant sur le fret, c'est peut-être que l'extrême droite, enfin, je pense à Reconquête, va vraiment aussi miser sur les grands réseaux ferroviaires, donc par exemple le soutien au Lyon-Turin, etc. Donc, qui vise vraiment plutôt une massification des grands projets. Là, si peut-être à titre illustratif, par exemple, j'ai trouvé dans le programme de la France Insoumise, il y a une proposition de renforcement du plan vélo européen avec des objectifs de développement du vélo pour chaque État. Donc il y a quand même les mobilités douces et les mobilités du quotidien, on va dire, sont quand même traitées par certains programmes. C'est également le cas de la liste du Parti socialiste qui souhaite augmenter l'investissement des États et des collectivités dans les infrastructures de sobriété, donc infrastructures cyclables, trains, transports publics. Il y a aussi la question des réseaux, évidemment, et des grandes infrastructures. Lyon-Turin, il me semble, est mentionné par le programme Les Républicains, et la question de l'interopérabilité des systèmes ferroviaires. Ok, merci. Ah, je vous en prie. Ouais, Il me semble qu'on a des questions par écrit, ouais. Alors, ouais, Nicolas mentionne sur la protection des pollinisateurs, le travail qui a été fait par BeLife sur la présentation
sur une notation du vote des députés européens, ouais, sur ce sujet particulier. Également Daniel, une question de ouais. vas-y. Excuse-moi, ouais. Daniel qui, se demandait si on a enfin les autres analyses publiées depuis, même l'IFRAP qui a consacré une analyse au volet énergie, transition et agriculture. Alors, sur le lien avec les autres analyses publiées depuis, on a été en contact avec le réseau Action Climat. On n'a pas travaillé immédiatement avec eux, mais on était au courant, enfin, tous les 2, on était au courant que chacun travaillait à une analyse et les résultats, sont globalement alignés. Je sais pas si enfin, sous ton contrôle, Clémence, mais on a quelques nuances, mais relativement peu de nuances entre le comparateur du réseau Action Climat et le nôtre, en sachant qu'eux ont pris en compte le programme de la liste du Parti communiste. Mmh. Par contre, celle de l'IFRAP, effectivement, on n'a pas regardé. Mmh. Non, c'est vrai que j'ai pas vu celle de l'IFRAP. Après, en fait, comment dire, chacun voit un peu midi à sa porte. C'est-à-dire que les associations, c'est, je pense, un point important parce que, enfin, c'est un commentaire qui a été fait sur le comparateur depuis qu'on l'a sorti. C'est ah bon, tout est vert, noir, rouge, on s'y attend, etc. Mais en fait, nous, on compare à l'aune de la note du LIER. Donc, en fait, on a notre cadre d'analyse qui n'est pas forcément celui de tout le monde. On considère que cette note représente cette note qui a été un travail, peut-être on aurait dû mentionner, qui était un travail qui a été fait avec des experts des politiques européennes à Bruxelles, des gens de la Commission, du Parlement européen, d'autres des représentants scientifiques, etc. Donc cette note, on considère qu'elle est représentée de manière assez exhaustive. Qu'est-ce qui serait souhaitable pour une Europe cohérente, résiliente et préparée pour le prochain mandat? Après, les autres associations, donc peut-être Bloom, et ainsi de suite, comparent à l'aune de leurs propres recommandations pour le mandat, qui, je pense, vu notre positionnement, et pareil pour le réseau Action Climat, mais qui, je pense, sont finalement assez proches. D'où le fait qu'on atteint des résultats assez proches. En amont. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions, commentaires ou. Oui, Jean. Oui, merci beaucoup. Et excusez-moi, c'est une question un peu technique, mais je pense qu'il y a un aspect important, mais justement parce qu'il est technique, il est sûrement assez peu abordé, du moins dans les débats. Je ne sais pas s'il l'est dans les programmes, mais c'est la question du financement de la transition écologique et de la fiscalité et de la politique monétaire qui finalement sont cruciales pour atteindre les objectifs. Et je ne sais pas si c'est des enjeux qui sont abordés dans les programmes de façon précise avec, je ne sais pas, la taxe des projets de taxe carbone, un peu à l'image des taxes sur les grandes entreprises, etc. Clémence, je t'en prie si tu veux commencer ou? Ah non, c'est toi qui as regardé, je te laisse. Ah parfait, dans ce cas, super. Bah, effectivement, ça fait partie c'est un des volets qu'on a regardé dans le cadre, de notre analyse. Peut-être pour commencer sur la politique monétaire, elle est assez présente dans les programmes des partis de gauche, ce qui est peu étonnant vu que c'est ceux qui ont le plus on va dire de mesures de changement de la politique monétaire actuelle à proposer. Donc que ce soit, la liste, Place Publique PS, les écologistes ou la France insoumise, ils proposent de revenir, sur le consensus de Maastricht, on va dire, donc sur les règles de 3 de déficit et de 60 de dette sur PIB. Il propose un verdissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, une fin de l'impossibilité pour la Banque centrale européenne de financer directement les États. Donc aujourd'hui, la Banque centrale peut uniquement passer par un mécanisme d'assouplissement quantitatif sur les marchés secondaires. Les partis de gauche souhaitent qu'elle puisse financer directement les États. Il y a également un volet assez intéressant mis sur le rôle de la Banque européenne d'investissement. Il me semble que c'est la liste France Insoumise qui souhaitait la transformer en grande banque du climat, mais les deux autres listes de gauche aussi mentionnent le verdissement de sa politique. Et également, ça c'était le programme des écologistes, il me semble, mais il y avait aussi cette question abordée chez la France Insoumise, une volonté de pénaliser les actifs bruns par rapport aux actifs verts. Donc voilà, c'est assez détaillé du point de vue politique monétaire chez les partis de gauche. Il me semble que chez les partis centristes ou de droite, il y a uniquement le parti Les Républicains qui mentionne la politique monétaire et de dette, mais avec une approche à l'inverse plus, on va dire, conservatrice sur cette question, avec un refus
un refus de tout nouvel emprunt commun, contrairement à ce qui a été fait durant la crise Covid, et une mise en avant d'une nécessaire, on va dire, c'est pas le terme austérité qui est cité directement, mais d'une relative austérité des dépenses publiques à l'échelle européenne. Il me semble qu'il prône une réduction du nombre de Sobriété, fonctionnaires européens. sobriété budgétaire. Oui, voilà, c'est ça, c'est le terme qui était dans le programme. Merci, merci Clémence. J'aime beaucoup parce que Reconquête parle de sobriété, mais sobriété normative, et les Républicains parlent de sobriété, mais sobriété budgétaire. Donc, on s'y retrouve quand même, finalement. Et ensuite, sur la question peut-être plus des investissements, c'est aussi un thème qui est très développé au niveau des partis de gauche. Il me semble que la liste PS Place Publique, elle prône une hausse des fonds du Fonds social climat. Elle met en avant aussi le fonds de transition juste comme devant avoir davantage de financement pour contribuer on va dire à la justice sociale, pour corriger les défaillances et les impacts davantage, enfin plus importants sur les classes sociales inférieures de la transition écologique. Il y a la liste France Insoumise qui prône, il me semble, la mise en place d'un fonds pour la biodiversité. Donc voilà, quelques exemples. Et peut-être sur besoin d'Europe, intéressant Oui, parce tout à fait. qu'il parle de 100 milliards d'investissements publics via un emprunt commun de long terme remboursé par de nouvelles ressources et privées via la mobilisation de l'épargne européenne au sein d'une union de l'épargne et de l'investissement. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette volonté aussi d'investissement public, mais qui reste en fait finalement assez peu détaillé. Enfin, le plan de besoin d'Europe est quand même, enfin, c'est quand même une partie assez centrale de leur programme, même si effectivement il est peut-être pas complètement détaillé dans les financements. Il est relativement, enfin, il occupe une place importante dans le programme, et il est mis en avant comme, disons le next step pour la mise en œuvre du pacte vert, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, c'est vraiment ça le cadrage qu'ils ont. Oui, merci pour la précision, Nicolas. Effectivement, le fait que la France est le deuxième contributeur net, mis en avant par Jordan Bardella. Oui, effectivement, c'est un peu un topos récurrent des élections européennes de dire que la France contribue davantage qu'elle ne reçoit des, des fonds européens. Bon, ce qui est effectivement C'est vrai. factuellement véridique, mais bon, erroné quand on prend en compte les bénéfices qu'on tire du marché intérieur. Enfin, bref, effectivement. Ce qui est vrai d'un point de vue purement comptable, mais qui effectivement ne tient pas compte de tous les bénéfices d'une Union européenne en soi, et qui ressemble furieusement aux propos de Margaret Thatcher, qui m'a money back. Ah. Donc voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou de commentaires, hein, encore n'hésitez pas, on a encore 5 minutes. Ou si vous-même, il y a des choses qui vous ont surpris dans la campagne, que vous trouvez vraiment différentes de 2019. Des espoirs pour les résultats dimanche. Et sinon, au-delà de ça, on vous invite à lire la note. Je vais remettre le lien dans le chat et surtout à le partager si vous le souhaitez. Partagez autour de vous. Et à suivre aussi les prochains événements du LIER. Peut-être pour mentionner aussi qu'on a un groupe de travail du LIER à Bruxelles. Donc, c'est ce groupe de travail qui avait rédigé la note de juin 2023 qu'on mentionnait. Donc, c'est un groupe de travail qui est ouvert à tous ceux qui travaillent, pas forcément, il est basé à Bruxelles, mais il rassemble aussi tous ceux qui travaillent sur les affaires européennes, qui est un groupe très actif. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à Bruxelles, à vouloir le rejoindre. Et du coup, enfin, ça a été enregistré, donc ce sera mis en ligne si vous voulez partager le lien vers la vidéo de notre échange de ce midi. Ok, parfait. On peut conclure alors. Merci et bon vote dimanche surtout. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.